Bonjour à tous, avant de regarder cette vidéo, nous avons un message très important à vous transmettre. Vous le savez, nous sommes une radio complètement indépendante car vous êtes notre seule source financière. Pour que Radio Courtoisie continue à vivre, nous avons besoin de vous. En nous soutenant, vous bénéficierez donc d'une déduction fiscale de 66%. Alors cette année, soutenez Radio Courtoisie sur notre site internet ou par chèque. Il n'y a pas de petits dons, chaque participation compte. Merci à tous. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Nous en parlions tout à l'heure et nous n'avons pas fini d'en parler. Pour faire voter à tout prix son projet de loi immigration, l'exécutif a multiplié les concessions jusqu'à ne plus en vouloir. Après son adoption à l'Assemblée nationale, le gouvernement a donc saisi le Conseil constitutionnel. Plusieurs dispositions votées par le Parlement pourraient donc être retoquées, la création de quotas migratoires par exemple. Alors s'agit-il d'un déni de démocratie? Qui en sont les vainqueurs? Nous en parlons ce matin avec notre journaliste partenaire Didier Maisto. Bonjour Didier. Bonjour à tous. Et notre invité Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour monsieur le député. Bonjour à vous. Vous êtes député de l'Essonne et président de Debout la France et vous avez participé évidemment à cette longue séquence à l'Assemblée nationale. Mais j'aimerais d'abord, pour commencer, vous faire réagir aux déclarations du président de la République hier soir sur France 5. Écoutez ce qu'il a dit. C'est tout de suite, dans quelques secondes. C'est une manœuvre de garçon de bain du Rassemblement national, de garçon de bain. C'est-à-dire, moi je ne sais pas ce que c'est une manœuvre de garçon de bain. Je veux dire par là. Pardon, monsieur Macron. Les blagues de garçon de bain, mais les manœuvres. Non, mais je veux dire par là que c'est une manœuvre grossière pour nous dire, au fond, c'était mon texte, on l'a emporté, parce que c'était dans la confusion, mais c'est faux. Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen a-t-elle eu raison de qualifier cet épisode de victoire idéologique? Je dirais qu'il y a quelques mesures qui constituent un premier pas et qu'elle considère comme une victoire idéologique. Je prends l'exemple que, enfin, ce que je réclamais aussi à la présidentielle, c'est-à-dire une carence de 5 ans pour certaines aides sociales, encore qu'il y a tellement d'exceptions dans la loi, ça n'aura pas beaucoup de portée, mais disons qu'il y a quelques progrès. Pour autant, la montagne a accouché d'une souris, sincèrement, et c'était très drôle, votre musique avant l'émission, parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un gigantesque cirque politicien qui a permis à la Macronie de donner l'impression de s'occuper de l'immigration, qui a permis à la gauche de se refaire une santé d'indignation, et qui a permis aux Républicains de faire oublier qu'ils ont gouverné pendant des années et qu'ils ont signé tous les traités pro-migration que nous subissons aujourd'hui. Et puis ça a permis aussi au Rassemblement national de gagner des points, puisque ça va quand même dans le sens de ce que proposait Marine Le Pen, même si on en est extrêmement loin. Et moi, je vais vous dire, j'ai peu participé à ce cirque parce que je ne peux pas mentir aux gens, j'y arrive pas. C'est assez rare pour un homme politique, mais j'arrive pas à leur faire croire que ce projet de loi va régler le problème, c'est pas vrai. Puisque, en vérité, ce projet de loi, c'est une loi nationale de demi-mesure qui sera dominée, soumise à des lois européennes qui ne sont pas changées, qui sont même aggravées, puisqu'au moment où le garçon de bain en chef, Emmanuel Macron, faisait ses petites manœuvres à Paris, le garçon de bain Emmanuel Macron signait le pacte migration-asile à Bruxelles. Il va pénaliser encore plus la France. Donc, on est dans une situation de fou. En fait, toute la classe politique a fait croire qu'elle avait encore du pouvoir, alors qu'elle est totalement dépendante de Bruxelles et qu'elle ne veut pas remettre en cause Bruxelles. Didier Maisto. Oui, est-ce que vous ne pensez pas que cette loi, en fait, dont tout le monde aujourd'hui semble s'éloigner, personne ne veut la revendiquer, parfois d'autres disent « Ah non, mais c'est quand même nous qui l'avons inspirée ». C'est vrai qu'on a assisté à un cirque incroyable. La gauche était dans son rôle, hein, finalement. Elle a toujours contesté ce genre de dispositions. Mais c'est vrai qu'il y a eu un jeu de chaises musicales entre le Rassemblement national, LR et la Macronie. Mais est-ce qu'il n'y a pas une portée, finalement, symbolique à l'aune de ce que vous venez de dire, par exemple Bruxelles, l'Union européenne, une portée symbolique pour la droite et l'extrême droite, de faire avancer cette idée de préférence nationale, de faire sauter les dernières digues, de déverrouiller
les derniers verrous. Est-ce que vous comprenez que dans le pays, ça suscite quand même de l'émotion, puisqu'on est en train de passer peut-être, je dirais, d'un pays politique, adhérer à un projet, à quelque chose de plus ethnique, de plus le droit du sang, par exemple, enfin en tout cas la fin de certaines dispositions relatives au droit du sol. Est-ce que ce n'est pas ces idées-là qui progressent et qui suscitent aussi un émoi dans le pays? Je ne crois pas du tout. Je crois que ça, c'est une fausse indignation grotesque, je vous parle franchement, parce qu'en fait, il n'y a même pas de préférence nationale. Il n'y a pas de préférence nationale, il y a juste une priorité à la citoyenneté, une priorité nationale évidente. Le RSA n'est pas donné tout de suite. Donc, les aides au logement, moi j'ai toujours proposé qu'on attende 5 ans avant de bénéficier de quelconque aide. Moi je supprimerais toutes les aides, toutes. Il y a un appel d'air social monstrueux, mais ça se fait dans tous les pays du monde. Vous allez au Maroc, vous allez en Algérie, vous allez au Japon, vous allez aux États-Unis, il n'y a que la France où c'est open bar, où il n'y a plus de différence entre un Français et un étranger. Donc, non, je ne crois pas du tout à ça. Ça, c'est un roman hystérique d'une gauche dépassée, parce que si la gauche était encore la gauche, elle devrait en demander plus. Parce que, en vérité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une submersion migratoire réelle. Moi, je la vis tous les jours dans ma circonscription. Et les premières victimes, je vais vous dire, ce sont les étrangers en situation régulière. Ce sont les enfants d'étrangers qui ont un nom étranger, mais qui sont français et qui ne trouvent pas de boulot. Parce qu'il y a des concurrents qui arrivent, qui sont des nouveaux esclaves. Donc, en fait, je crois que là, ils sont complètement décalés, qu'il n'y a aucune remise en cause de nos valeurs, absolument pas, mais même il n'y a rien dans cette loi. Le droit du sol, l'Italie n'a pas de droit du sol. Est-ce que l'Italie est un pays fasciste? Pas du tout. Et puis, le droit du sol n'est pas du tout mis en cause. Il y aura une déclaration entre 16 et 18 ans. C'est du pipeau intégral, tout ça. La vraie question, est-ce qu'on veut traiter la question migratoire en France? Si on veut la traiter, il faut rétablir nos frontières nationales. Parce que tant qu'il n'y a pas de frontières nationales, vous ne pouvez pas savoir qui rentre et qui sort. Deuxièmement, si vous voulez traiter, il faut rétablir la primauté du droit français pour que même cette loi s'applique et ne soit pas désavouée par un juge européen. Troisième point, il faut remettre en cause certains accords européens. Je pense à la directive Retour de 2008 qui empêche d'incarcérer un clandestin. Alors là, M. Retailleau et les LR disent c'est formidable, on a rétabli le délit de clandestinité qu'avait aboli François Hollande. Oui, mais avec une amende. Mais l'amende ne servira à rien, ils ne pourront pas payer l'amende. Ce qu'il faut, c'est l'incarcération d'un clandestin pour pouvoir le renvoyer chez lui. Bon, les demandes d'asile aux frontières, c'est toujours pas fait. Le droit du sol, on peut s'interroger à le supprimer, et c'est pas pour autant qu'on sera un pays qui a renoncé à ses valeurs, puisqu'il y a la naturalisation. La naturalisation, c'est quoi? C'est le droit du sol en fonction de critères. En fait, ce qui est terrible, moi je retiens ce qui s'est passé là, de ce hystérie générale, c'est qu'en fait, l'élite française, parce que c'est pas la société, si on fait un référendum, les mesures que je propose sont acceptées à 90%, 80%. L'élite française ne veut pas régler le problème migratoire. Voilà, c'est tout. Alors justement, elle ne veut pas le régler. 500 000 par an. Non mais attendez, il faut revenir aux chiffres. Ça, ce sont des chiffres. 500 000 par an, dont 150 000 de droit d'asile, dont 50 000 sont acceptés, les 100 autres 1000 ne sont pas expulsés. Et les mineurs délinquants qui sont une des causes principales de délinquance, qui ne sont pas contrôlés, et les clandestins. Mais si vous croyez qu'on va tenir comme ça, c'est Paris tous les 5 ans. C'est impossible. On n'a pas les mécanismes d'assimilation. Selon vous, depuis 30 ans, même un peu plus, on n'arrive pas en France à aborder sereinement les questions migratoires. Elles sont toujours polluées par des questions politiciennes. Tout de suite, les gens sortent de leur gonds, c'est des anathèmes, et on ne peut pas du tout y arriver. Êtes-vous... Si on pourrait y arriver. Alors attendez, premièrement, vous l'avez dit, est-ce que ce n'est pas illusoire si on ne sort pas de l'Europe? Parce que de toute façon, on a signé des traités européens qui nous tiennent, vous en avez évoqué quelques-uns, mais aussi le fait que les pays comme l'Italie ou la Grèce, qui sont les premiers, sont contraints par des traités d'accueillir eux-mêmes les migrants, après, au bon vouloir des autres pays, de les dispatcher, etc. Donc, n'est-ce pas illusoire? Pourquoi on n'arrive pas à parler de l'immigration? Deuxième point. Et comment, finalement, sortir de cette question? Est-ce que vous seriez favorable, par exemple, à des statistiques ethniques qui sont réclamées d'ailleurs par beaucoup
de sociologues pour qu'on arrête les fantasmes d'un côté comme de l'autre et qu'on ait un matériau, parce qu'on a perdu quand même, soyons clairs, un certain universalisme, une certaine idée de la France, toujours dire l'intégration, l'assimilation. On voit bien qu'aujourd'hui, on est en échec, hein, que ça ne fonctionne pas très bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Seriez-vous favorable à ces quotas, à ces statistiques? Non, les statistiques techniques, il suffit de regarder les nationalités. Moi, je ne suis pas favorable, ça ne sert à rien. Je vais vous dire ce qu'il faut. 3 choses. Assimilation, assimilation, assimilation de ceux qui sont sur notre sol. Ça veut dire une école qui marche, ça veut dire être inflexible sur le communautarisme, cela veut dire tarir le flux, c'est le 2e point, il faut bloquer l'immigration pour assimiler ceux qui sont là. Et le 3e point, c'est une vraie aide au développement, c'est-à-dire un autre partenariat avec l'Afrique, une autre politique étrangère, une autre politique commerciale. C'est la trilogie, assimilation, blocage d'immigration, développement. Et puis, bien évidemment, il faut rompre les accords européens qui concernent ce domaine. Et je peux vous dire que si la France était la France et arrivait à Bruxelles en disant « Nous avons, au 1er janvier, nous allons rétablir nos frontières, nous allons assurer la primauté du droit français, nous ne donnerons plus un sou à Bruxelles, et maintenant, ça suffit, parce que nous assurerons la sécurité des Français », nous serions suivis par quantité de pays qui seraient libérés. Et ça mettrait un coup de pied dans la fourmilière. Il n'y a pas besoin de sortir. Il y a besoin de ne plus appliquer les traités pour cause d'intérêt supérieur de la nation. Mais c'est ce qu'a fait le général de Gaulle. Dans un espace Schengen, mais on bloque les frontières. Il n'y en a plus vraiment de frontières. C'est la libre circulation. Mais on les rétablit. Mais le Danemark, la libre circulation des biens et des personnes, vous le savez. Mais pourquoi le Danemark le fait? Expliquez-moi. J'allais vous dire, la Hongrie, par exemple, a refusé de se soumettre à ce pacte migratoire. Qu'est-ce qui empêche la France de faire pareil? Mais rien. Mais ce que je ne supporte plus, c'est que même chez ceux qui partagent mes convictions, ils ont tellement été intoxiqués par la doxa bruxelloise qu'ils croient qu'on ne peut pas le faire. Mais la Hongrie et même l'Italie ont du mal à le faire. Pourquoi ? Parce que la Hongrie, la Pologne, l'Italie dépendent des fonds européens. Tous les ans, ils gagnent des milliards d'euros de l'Union européenne. Alors évidemment, ils n'ont pas envie d'appliquer certaines règles, et ils sont courageux comme Orban à résister, mais comme à la fin, leur budget a besoin de dizaines de milliards d'euros qui viennent de Bruxelles, c'est-à-dire de chez nous, eh bien, ils hésitent. Mais nous, la France, nous sommes dans une position idéale. Nous sommes le pays le plus contributeur de l'Union européenne avec l'Allemagne et les Pays-Bas. Mais c'est nous qui donnons le plus compte tenu de notre richesse. Du jour au lendemain, la France dit à Madame von der Leyen, écoutez, maintenant ça suffit. J'ai des islamistes qui assassinent les gens en plein Paris. J'ai des mineurs délinquants qui représentent 80% de la délinquance dans certaines villes. Je ne peux plus y arriver. Je ne vous donne plus un centime, je bloque mes frontières et je n'applique plus vos règles pendant une période de 6 mois. Et on se met autour de la table. C'est ce qu'a fait le général de Gaulle avec la politique de la chaise vide. C'est ce qu'a fait Margaret Thatcher avec « I want my money back ». Et ils ont obtenu satisfaction tout de suite. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne ne peut pas se passer de la France. Alors je sais que moi, j'ai des amis qui me disent Frexit, sortir, tout ça. Mais ça, ce sont des discours qui font peur à tout le monde et qui ne seront jamais faits tout de suite. Moi, je veux être opérationnel. Et ça, on peut le faire demain matin, parce que la situation est dramatique. Et je vais vous dire, si la France prenait ses responsabilités, immédiatement, d'autres pays emboîteraient le pas. Parce qu'en fait, vous avez une classe en fait, économique. Parce que c'est ça, en fait. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que vous avez des intérêts économiques qui veulent faire entrer sur le territoire européen des esclaves. Madame von der Leyen l'a assumé. Personne n'écoute les discours au Parlement européen de Strasbourg. Elle est venue, elle a fait son discours de l'Union annuel, et elle a dit « il faut un flux migratoire important » pour faire tourner nos usines. Voilà. Donc, la politique européenne, elle est claire. C'est faire entrer toujours plus de monde en Europe. C'est tout. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas justement... dire stop, c'est tout. J'écoute ce que vous dites avec attention. C'est vrai qu'il y a un débat aujourd'hui entre le Frexit, même si le nom n'est pas proposé et qui peut faire peur, mais en fait d'aller au bout de cette idée limpide et claire, hein, reprendre le contrôle de nos frontières, mais aussi, attendez, de nos services publics, de notre monnaie, tous les éléments de la souveraineté, parce qu'un pays ne peut pas être un peu souverain, il est souverain ou il n'est pas. Première question. Deuxième question,
vous parlez effectivement de ces flux migratoires et de l'histoire de l'Italie, etc., qui évidemment, on voit bien l'inflexion de Mélanie par rapport à tout ça, parce qu'évidemment, elle a besoin, et puis on voit bien aussi le discours sur l'Ukraine. On est dans une contradiction stratégique majeure, et j'allais dire, les Italiens sont 2 fois cocus dans l'affaire, mais on était un certain nombre à le dire au départ. Comment, justement, pourquoi ne pas aller au bout de cette logique, hein? Est-ce que c'est un premier pas pour vous? Évidemment, ça pourrait être, si la France, le premier pays d'importance, comme dans le moteur franco-allemand, même s'il est siglé plutôt Mercedes-Benz, quand on voit la balance du commerce extérieur, hein, on est le dernier pays, l'Allemagne le premier pays, hein, ça s'équilibre assez bien. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on pourrait faire tache d'huile, emmener d'autres pays et retrouver cette souveraineté? Mais moi, je suis pragmatique. Voilà. Je dis que l'Union européenne nous a gangrénés vous savez, par leur image, en disant on va faire par tranche. Ils ont fait par tranche. Et bien nous, on doit faire la même chose dans l'autre sens. Je ne crois pas un instant à l'idée du Frexit, je l'ai dit, même si je le souhaite, parce que pour avoir le Frexit, il faut avoir 50,1% des Français. D'accord? Alors moi, je veux bien qu'on en parle toute la journée, mais aujourd'hui, il n'y a pas 50,1% des Français. D'accord? Donc, moi, je prends les choses telles qu'elles sont. Et telles qu'elles sont aujourd'hui, il y a 70% des Français, si on faisait un référendum, qui seraient d'accord pour rétablir nos frontières et réaffirmer la primauté du droit en matière migratoire, eh bien, ça serait déjà un premier pas. On va faire par tranche, parce qu'il faut être pragmatique. Et plus on parle de grandes idées du grand soir, moins il arrive. Donc moi, je préfère par tranche, il y a des problèmes, on va les résoudre. Et on va dire aux Français, écoutez, on ne va pas tout bouleverser. Là, on se fait assassiner en pleine rue par des islamistes, il n'y a plus de sécurité, on est débordé, on va prendre les mesures qui s'imposent. Et ça ne veut pas dire qu'on va être les ennemis de l'Europe, mais non. Et on ne va pas être tout seul, on va convaincre les autres, parce que quand la France va dire stop, ça va tout changer. Pour une raison très simple, c'est que la France est le seul pays qui ne dépend pas de l'argent européen. Le jour Nicolas Dupont, on gagne de l'argent, le jour on prend ça. Et puis on verra les autres questions après. Moi, je veux du pragmatisme. Et c'est tout l'enjeu. En revanche, il faut être clair. Il ne faut pas faire du Mélanie. Entre le Mélanie et le grand soir qui n'arrive jamais, excusez-moi, il y a un juste milieu à trouver. Et ce juste milieu, il part d'exemples concrets. Et c'est en mettant devant le fait accompli de l'Union européenne, point par point, en proposant des solutions alternatives. Par exemple, moi, je ne dis pas qu'il faut sortir de tout. On peut avoir des coopérations avec Frontex, si on remet d'ailleurs quelqu'un qui dirige Frontex correctement, parce que je veux rétablir les frontières nationales, mais je veux aussi qu'il y ait des coopérations en Méditerranée. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans un pays qui adore la discussion sur le sexe des anges pour ne jamais aboutir. Je veux qu'on aboutisse thème par thème, référendum par référendum. Alors justement, ne parlons pas du sexe des anges, parlons des déclarations d'un certain patronat, notamment du MEDEF, mais ce n'est pas le seul, oui. Vous parliez d'esclavagisme, qui veulent attirer, puisqu'ils ont même chiffré tout ça, dans les prochaines années, énormément d'étrangers pour assurer la main-d'œuvre, et notamment ce nouveau vocable, cette nouvelle expression à la mode, les métiers en tension. Est-ce que finalement, il n'y a pas le néolibéralisme prôné par le MEDEF, qui ne représente pas les véritables entreprises de ce pays, qui sont souvent des grands groupes, des multinationales, et ce n'est pas du tout les TPE, les PME, le tissu vraiment qui fait le tissu économique français. Est-ce qu'il n'y a pas ce néolibéralisme d'un côté effréné, avec une manœuvre bon marché, esclavagisée, comme vous le disiez vous-même, et de l'autre côté, un pendant politique qui serait le mondialisme prôné notamment par la Commission européenne. Je ne parle même pas de l'Union européenne, parce que, soyons clairs, aujourd'hui, c'est l'exécutif, c'est la Commission européenne et Mme Ursula von der Leyen qui dirige de fait et qui se présente elle-même comme la présidente de l'Europe. Ce n'est pas Mme von der Leyen qui dirige, je vais vous surprendre. C'est M. Macron, c'est M. Scholz, c'est Mme von der Leyen, ils sont tous ensemble, ils sont d'accord. Il n'y a pas Mme von der Leyen toute seule qui impose des choses, c'est pas vrai. Monsieur le maire est d'accord.
tous ces dirigeants français sont d'accord. Oui, non, mais quand je dis ça, c'est qu'elle a pris j'insiste. un certain leadership. On dit souvent. Oui, mais voilà. y a pas. Mais c'est pas la faiblesse du politique. Mais non, mais parce que on fait croire aux Français et les dirigeants français que l'Europe nous impose patati. Madame von der Leyen, elle est à poil le jour où Monsieur Macron la lâche. Elle n'existe plus le jour où Monsieur Scholz la lâche. Donc le problème, il est dans les dirigeants français. Et c'est ça que il faut quand même à un moment accepter. Les dirigeants français obéissent parce qu'ils sont d'accord. Et je reviens à votre question. Pourquoi D'abord, il y a des problèmes de métiers en tension. Il ne faut pas non plus dire qu'il n'y en a pas. Il y en a. Moi, je vois les entreprises chez moi ne peuvent pas recruter. Pourquoi ? Il faut s'interroger. Parce qu'en France, les salaires sont trop bas. Et pourquoi les salaires sont trop bas ? Parce qu'ils sont accablés de taxes. Parce que quand le chef d'entreprise d'une PME que je connais dans ma circonscription ne trouve personne, il trouve personne, c'est vrai. Parce que quand il verse un salaire de 2 000 € brut, à la fin, il y a 25% de moins de net. On est un des seuls pays qui fonctionne comme ça. Les salariés sont accablés de taxes. Donc, le chef d'entreprise estime qu'il paye beaucoup, parce qu'il paye les 2 000 bruts, mais il paye en plus les charges patronales, donc ça coûte très cher. Et de l'autre côté, le salarié, il gagne très peu et il n'a pas intérêt à bosser. Donc ça veut dire qu'en fait, on a un système fiscal et social de folie qui fait que le coût du travail est élevé pour les entreprises et que les salariés ne sont pas payés, donc ne sont pas motivés, donc n'ont pas envie de travailler, donc préfèrent travailler au noir, préfèrent toucher une aide, préfèrent se démerder, plutôt que de s'emmerder à avoir une fiche de paie qui de toute façon leur rapporte quasiment rien. Donc, ce que j'avais proposé à la présidentielle, c'est de supprimer ces charges salariales, de faire un énorme effort de bonne gestion pour rendre du pouvoir d'achat aux Français. Je vais vous donner un exemple, je finis. J'ai des EHPAD dans ma circonscription. Je vois plusieurs EHPAD. Ils se lamentent tous. Oh là là, on ne trouve pas de personnel, c'est horrible et tout. Puis j'en vois un, ils me disent, mais nous, on n'a aucun problème. On a des gens formidables, il y a une bonne ambiance, on a des bonnes infirmières, des bonnes aides-soignantes, tout va bien. Je dis, mais alors quel est votre secret ? Ah ben on paye 25% de plus, c'est tout. Et les gens qui sont chez nous, quand ils ont un salaire, ils peuvent aller chez le boulanger acheter une tarte et ils peuvent vivre de leur salaire. Aller en Suisse, pourquoi les infirmières suisses sont bien payées, pas en France ? Donc le problème de fond, qu'on ne veut pas dire aussi, c'est que les chefs d'entreprise sont conduits aussi à ça. Pourquoi ? À faire venir de la main-d'œuvre étrangère. Parce que notre pays est géré comme l'as de pique. Nous avons les pires services publics et le plus fort taux de prélèvement. Nous avons des dépenses délirantes, des gaspillages délirants. Donc, il faut remettre de l'ordre dans nos finances, il faut récompenser le travail et il faut être très ferme sur les entrées de travailleurs pour dire au patronat, je vais vous aider à baisser les charges, notamment des salariés, pour pas que vous le preniez en profit, des salariés, pour que vos salariés soient mieux payés, mais en contrepartie, si vous employez un clandestin, vous irez vous-même en prison. Parce que on ne peut pas continuer à avoir des entreprises qui font venir des clandestins et qui après renvoient le coût social de la gestion des clandestins sur la société et sur les finances. C'est un cercle vicieux, vous comprenez ? Donc il faut d'un côté être très ferme vis-à-vis des entreprises, dire nous on n'acceptera plus de clandestins, mais à l'inverse, baisser les charges sur les salariés, limiter quand même certaines procédures, parce que je vois ce qui se passe sur le terrain. Honnêtement, il faut renforcer la formation. Il y a tout un travail, si vous voulez. En fait, il suffit pas de dire le méchant patron importe des clandestins. C'est pas vrai. Moi, je vois tous les jours dans ma circonscription des chefs d'entreprise qui ne trouvent personne. Monsieur et je vois tous les jours des salariés je vois tous les jours. Je vous coupe un instant. Oh là, on a eu un petit bug en même temps. C'est l'heure du bulletin d'actualité avec Marie Falicon. Il est 9h. Ligne droite. Vue de haut. Alors je suis navrée, je vous ai coupé Nicolas Dupont-Aignan tout à l'heure. Excusez-moi, c'est moi qui suis trop bavard. Non, il n'y a aucun problème. Alors je relance la conversation avec une information. Ce matin, la CGT a annoncé de grosses mobilisations pour lutter contre le vote de la loi immigration. On a vu des sondages montrant que les Français sont majoritairement pour le vote de cette loi avec des mesures parfois plutôt fortes. Mais un sondage ne vaut évidemment pas un référendum. Nicolas Dupont-Aignan, faut-il faire un référendum ? Et bien sûr, moi je l'ai proposé, j'ai même proposé un référendum d'initiative partagée sur 5 mesures clés
Voilà. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir comment la CGT, en fait, on a vraiment la gauche la plus idiote du monde, là, est en train de servir la soupe au gouvernement. Parce qu'en fait, toute cette agitation pour des mesurettes renforce Macron, qui va dire, voyez, moi j'agis. Et en plus, il n'agit pas, et il trahit le peuple français à Bruxelles. Donc on est dans une histoire de fou. Franchement. Justement, vous parliez de Ursula von der Leyen qui serait fort démunie si la France et l'Allemagne faisaient valoir leurs droits nationaux. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière un certain atlantisme, disons les choses? Est-ce que l'Europe n'est pas complètement à la remorque de plus en plus, et on le voit dans tous les textes, de libre-échange, de déréglementation et même d'extraterritorialité du droit américain qui est favorisé, ou l'absence de débat quand il s'agit de grandes questions sanitaires comme pour les vaccins, ou de grandes questions en termes de guerre. Il n'y a pas eu un seul débat, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat, sur la guerre en Ukraine, alors que d'une manière ou d'une autre, nous fournissons quand même des armes, même si nous ne sommes pas, d'un point de vue du droit international, co-belligérants. Est-ce que ce n'est pas ça aussi le problème, cette absence d'entité politique et cette Europe qui n'est plus que le relais des États-Unis d'Amérique? Oh, même pas des États-Unis d'Amérique, d'une certaine classe et d'une certaine puissance des démocrates ou de l'État profond américain. C'est pire encore, car quand vous voyez comment Trump essaye de se débattre face à la meute enragée qui le suit, c'est impressionnant. Quand vous voyez aussi, j'ai beaucoup lutté, vous le savez, contre les mesures d'enfermement et contre ces faux vaccins qui d'ailleurs produisent des effets secondaires graves. Je mets en garde vos auditeurs puisque personne ne le dit. Mais aux États-Unis, il y a des gens qui luttent contre ça aussi, comme partout. Donc en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que à partir du moment où la démocratie est détruite, parce qu'en fait c'est ça, c'est une prise de pouvoir dans les différents pays, aux États-Unis bien sûr, mais en Europe aussi, c'est une prise de pouvoir d'oligarchie qui gouverne contre les peuples. Donc, quand on détruit la nation, ils ont détruit la nation depuis 30 ans. Je me suis opposé à tous les traités qui ont été signés. Ils ont détruit la nation. Ce faisant, ils ont détruit notre démocratie. Ce faisant, vous avez des petits télégraphistes des États-Unis qui ont été élus ici en France, ici aux États-Unis, en Allemagne, ici Madame von der Leyen, qui est l'agente américaine parfaite. Donc, et en plus, ils sont incompétents. Parce que s'ils étaient compétents, mais ils sont incompétents. Et ils nous dirigent dans un mur. Et je vais vous dire ce qui me fait le plus de peine comme gaulliste. Le monde multipolaire qui avait anticipé le général de Gaulle en pleine guerre froide, dans les années 60, il y a maintenant 60 ans, il avait anticipé avec une vision incroyable un monde multipolaire. Et la France s'adressait à tous les États du monde, était un partenaire. Eh bien, au moment où le monde multipolaire est là, eh bien, la France est évanouie et n'existe plus en tant que politique étrangère et de défense indépendante. Voilà pourquoi il faut sortir du commandement militaire intégré de l'OTAN. Voilà pourquoi il fallait surtout pas suivre l'Ukraine et le régime corrompu de Zelensky. Voilà pourquoi il fallait un plan de paix entre la Russie et l'Ukraine, et la France aurait été le héros du monde. Voilà pourquoi il faut une position beaucoup plus équilibrée en Israël, parce que même s'il y a eu des atrocités du 7 octobre, terroristes, et je ne le nie pas, mais c'est pas pour autant qu'on doit commettre des atrocités à Gaza. On doit avoir un autre discours en Afrique. Macron a fini, parce que ça a commencé sous Sarkozy. Sarkozy, Hollande, Macron, c'est la disparition de la France, et en plus, c'est pas intelligent, c'est pas efficace économiquement, culturellement. Parce que le monde et change. puisque vous dites, ça va pas vraiment dans ce sens aujourd'hui, puisqu'il y a effectivement au niveau européen le DSA, Digital Service Act, avec une criminalisation de la pensée. Tout à fait. J'allais dire a priori, pendant et a posteriori. Et finalement, dès qu'on a, et il s'est passé de peu, puisqu'il y avait encore un projet de règlement européen, de loi européenne, la France, avec 6 autres pays, était farouchement opposée à ce texte, c'est-à-dire de pouvoir réclamer le pouvoir de contrôler via des logiciels espions les journalistes qui travaillaient sur des sujets sensibles au nom de
d'un impératif national, de la sécurité nationale. On ne savait pas trop ce que ça voulait dire, donc on y a échappé de justesse. Il n'empêche que il est de plus en plus difficile pour un simple citoyen de s'exprimer correctement, de faire part d'esprit critique, même de façon mesurée, puisqu'il est tout de suite contrôlé, signalé, interdit. Et on a dépassé George Orwell, là, en fait. Mais on est sur la voie. Et je vais vous dire, moi je me bats en politique aujourd'hui pour défendre les libertés individuelles. Parce qu'ils ont atteint la liberté de la nation et il faut la récupérer. Et il faut la récupérer parce que ce qu'il faut que comprennent les Français, c'est que tant que le pouvoir sera à Bruxelles, et plus le pouvoir sera à Bruxelles, moins ils auront de liberté. L'euro numérique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que leurs achats seront tracés. Ça veut dire que s'ils consomment trop, ils vont trop souvent chez le boucher ou qu'ils achètent trop de billets d'avion, demain on leur coupera leur carte bancaire. C'est pas un complotiste. C'est de la réalité. C'est ce que veut mettre en place Madame Lagarde, Madame van der Leyen, Monsieur Breton. Et je vais vous dire pourquoi Macron accepte tout ça. J'ai essayé de réfléchir. Parce qu'en fait, il veut remplacer Madame van der Leyen à la fin de son mandat. C'est tout. Oui. Il paraîtrait qu'effectivement, c'est son idée fixe. Mais bien évidemment. J'en discutais hier avec une candidate macroniste qui ne faisait pas mystère. C'est évident. Mais pour que il est préoccupé, il veut être à la tête de l'Europe et remplacer Madame van der Leyen. Exactement. C'est un peu son projet. Voilà. Mais c'est pas un peu. Il est en train de sacrifier tous les intérêts de la France dans toutes les négociations sur le prix de l'électricité, sur le climat. Tous les intérêts de la France sont sacrifiés pour une simple raison. C'est qu'il prépare son élection, comme à l'Académie française. Il essaye de faire plaisir à tous les chefs d'État pour que le jour venu, à la fin de son mandat, quand il aura abîmé la France, et il partira à Bruxelles. Vous verrez. Et c'est pour ça qu'il veut qu'il y ait des pouvoirs extravagants pour Bruxelles. Ne vous trompez pas. Et tout ça, c'est au service d'intérêts contraires à ceux du peuple. Et donc, voilà pourquoi il faut reprendre notre souveraineté. Je suis le premier d'accord. Mais pour reprendre notre souveraineté, il faut arriver à convaincre les Français. Et je pense qu'on les convaincra thème par thème, programme par programme. Mais c'est évident que si la France ne retrouve pas sa liberté, nos libertés individuelles seront en cause. Notre vision de la famille, notre vision des territoires ruraux, notre vision... vous aurez le woke en même temps. Regardez là ce qui a été décidé, que la GPA était imposée, les reconnaissances de GPA par l'Union européenne, alors que ce n'est pas du tout dans les traités européens. Donc, alors, vous avez été effectivement, vous en parliez, défenseur du RIC, du référendum d'initiative partagée, du référendum au sens large et au sens strict tel que défini par la Constitution. Mais finalement, on voit, il y a eu les Gilets jaunes, que quand il y a eu le vrai débat, pas le grand débat qui était la pantomime de M. Macron, tous les sujets qui étaient plébiscités, c'était des sujets de la vie quotidienne, du pouvoir d'achat, de la démocratie locale et plus large, et pas du tout, ils avaient fait peur, la remise en cause de l'avortement, la remise en cause de la peine de mort, on avait entendu pique-pendre. Comment faire aujourd'hui pour instaurer un référendum, et ne faudrait-il pas, sans doute, refaire ce qu'avait essayé Sarkozy, mais c'est comme c'était Sarkozy qui le portait, évidemment, c'était torpillé d'avance, surtout qu'on s'est assis sur le référendum de 2005, sur l'identité, sur ce que c'est être français, de façon apaisée, sur l'Europe, quelle part d'Europe voulons-nous, avec des questions très simples, pour que les gens réfléchissent un peu au pays qu'on a envie d'être, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui d'être français. Est-ce que c'est pas ça la base de tout? Parce qu'on ne sait plus trop bien où on va, ce qu'on est, ce qui nous Vous avez raison. Vous avez raison là-dessus, mais moi je vais vous dire, je pense que les Français, au fond, ils savent ce que c'est qu'être Français, ils le vivent, ils voudraient simplement qu'on s'occupe d'eux, qu'on soit fiers de ce qu'on est, qu'on n'ait pas honte de Noël, même si on est d'origine étrangère. Parce que moi, dans ma circonscription, des gens de toutes origines, ils comprennent pas pourquoi tout d'un coup les Français ont honte de Noël, ne veulent plus mettre de sapin de Noël, ne veulent plus mettre de crèche. Personne ne comprend rien. En fait, le problème de fond, pour moi, aujourd'hui, le peuple français est très sage. Tous les sondages le montrent sur les grandes questions. 80%, 90%, il ne comprend pas pourquoi il est si mal gouverné. La vraie question pour moi, et vous le savez bien, Didier Maistre, c'est le miroir médiatique qui est en train de tuer le pays.
Parce que l'oligarchie s'est emparée des principaux médias du pays et renvoie sur les Français hébétés qui ne comprennent pas, renvoie exactement un discours toujours opposé, toujours qui nie tout ce que les Français aiment. Tout. Je voyais, par hasard, parce que les hommes politiques ont tort de pas. François Mitterrand disait toujours, faut toujours regarder le journal de TF1 le soir ou de France 2 pour savoir ce qui se passe. Et souvent, c'est vrai qu'on le regarde pas parce qu'on n'a pas le temps, on n'est pas rentré à 20h et puis on n'a pas le temps. Un soir, je rentre chez moi et je regarde le journal. Je vois France Télévisions, le journal de France 2, la météo de France 2. On nage en plein délire, culpabilisant les Français d'exister. C'est de la faute des Français s'il y a un réchauffement climatique et la planète va sauter. N'importe quoi. La France est le pays qui pollue le moins. La France est le pays exemplaire. Quand on empêche les Français de louer un appartement parce que soi-disant il est mal isolé, ou qu'on va interdire aux Français de prendre leur voiture pour aller à l'hôpital dans une métropole, la Chine ouvre des dizaines de centrales à charbon. Alors, tout ça Nicolas est grotesque. Donc, vous voyez, on est en train, le problème est médiatique. Il nous reste moins de 2 minutes. Vous avez vu il y a une COP28. Oui. Certains disent qu'il y a eu quand même du progrès, parce que c'est acté, non pas la fin des énergies fossiles, mais bon, c'est un peu en filigrane. Mais comment faire ? Parce qu'on nous vend aujourd'hui du rêve avec la voiture électrique, etc. Les énergies alternatives, renouvelables, etc. On voit bien que personne, si on avait la solution à la martingale, elle serait déjà efficace. Elles entrent pour un petit pourcentage dans la production. Est-ce qu'on n'assiste pas, in fine, à la relance du nucléaire au niveau mondial et pas simplement français? Et est-ce qu'on n'a pas perdu cette partie, perdu du temps en tout cas, alors qu'on était dans l'excellence de ce point de vue, avec l'énergie pas chère? Mais bien sûr, mais de toute façon, on est le pays qui est le plus exemplaire. Notre électricité pollue 10 fois moins que l'électricité polonaise, chinoise, américaine, et 6 fois moins que l'électricité allemande. Donc, au lieu d'emmerder les Français, désolé de ce terme, au quotidien, de les culpabiliser, de leur faire peur, qu'on profite de notre atout, qu'on applique notre prix de l'électricité nationale, qu'on dope nos entreprises, et puis le jour où les Allemands, les Polonais et les autres seront au niveau de pollution de nous, eh bien on reprendra le chemin avec eux. Mais moi, je n'accepte pas cette culpabilisation délirante de notre peuple, et notamment de notre jeunesse, qui est complètement tétanisée. Vous allez dans le monde entier, il n'y a que la France qui est dans cet état de crispation. Alors oui, il faut lutter contre les pollutions, les sacs plastiques, recycler, la biodiversité. Moi, je ne suis pas anti-environnement. Mais la première environnement, excusez-moi, c'est peut-être la santé humaine, c'est peut-être de ne pas nous injecter des poisons, c'est peut-être d'avoir une bonne alimentation. L'homme a disparu. En fait, c'est très intéressant ce qui se passe. Ils veulent nous vendre des voitures électriques qui polluent autant que des voitures à essence. Ils veulent nous vendre des restrictions de liberté. Ils veulent nous entasser dans les villes. Mais le vrai environnement, la vraie nature, l'épanouissement de l'être humain, ça ne les intéresse pas du tout. Donc, ce n'est qu'une affaire commerciale. Et je crois que sur l'environnement, il ne s'agit pas de nier qu'il y a des problèmes environnementaux. Il faut lutter contre les pollutions, mais il faut le faire intelligemment. Mais est-ce que vous diriez qu'on a pris le pire des deux blocs, finalement? On a parlé des États-Unis d'un côté, mais on pourrait parler aussi du contrôle des comportements. Mais bien en quelques secondes, s'il vous plaît, messieurs. À la chinoise. Et avec le contrôle social, est-ce qu'on ne va pas vers ça, finalement? Moi, je dis une seule chose. Il faut que les Français se réveillent. Il faut que les Français arrêtent de croire les médias dominants. Il faut que les Français aident des médias comme les vôtres. Il faut que les Français prennent en main leur destin, parce que c'est pas quelques hommes politiques, aussi courageux soient-ils, qui pourront le faire. Et on a besoin d'aide. Votre radio a besoin d'aide. Moi, j'ai besoin d'aide à Debout la France. D'autres font des travaux très bien. Il faut que les Français se disent, maintenant, il faut rentrer en résistance. On peut y arriver, on va changer les choses. Il y a une voie possible. Et qu'ils arrêtent d'écouter ceux qui leur bourrent la tête toute la journée et qui sont en train de tuer un peuple. Merci. Pour moi, il y a une alliance des médias et d'une oligarchie. Il faut faire exploser tout ça. Merci beaucoup. C'est pas facile à faire. Nicolas Dupont-Aignan, nous retenons qu'il faut que les Français se réveillent avec Radio Courtoisie, si possible. Oui, je rappelle que vous êtes président de Debout la France, député de la 8e circonscription de l'Essonne. Merci Didier Maistre et à très bientôt.